Bonjour Jamila. Bonjour Hugo. Bonjour Jamila, bienvenue. Merci pour ta présence. Bien, bah écoutez, on va commencer maintenant parce que l'idée c'est qu'on puisse quand même respecter d'une part le temps qu'on s'est fixé et puis que chacun puisse avoir le temps de s'exprimer pleinement. Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier temps des causeries de la collection Égalité, Diversité et Inclusion. Alors on est très heureux, je dis on, parce que c'est Clotilde Coron et moi d'accueillir la docteure Lauriane Tassigny, qui est postdoctorante aux Mines et qui nous a fait le plaisir de publier son ouvrage L'inclusion chez les compagnons du devoir et du Tour de France dans la collection Égalité, Diversité et Inclusion de l'éditeur EMS. Alors, quelques mots sur le déroulement de cette soirée, on peut dire, c'est un peu tôt pour la soirée peut-être, mais quatre temps qui vont être assez rapides pour certains d'entre eux et puis plus approfondis pour la parole à Lauriane, évidemment, c'est logique. Je vais faire quelques mots introductifs et je vais vous présenter rapidement quel est pour nous le sens d'avoir publié cet ouvrage dans la collection Égalité, Diversité et Inclusion. Ensuite, Lauriane nous fera une présentation que moi j'ai déjà un peu vue, donc je peux vous dire qu'elle va être intéressante de son ouvrage, une présentation approfondie, mais en même temps qui fait des choix qui sont intéressants. Ensuite, on aura la chance d'écouter Laura Pérez, des Compagnons du Devoir, pour nous donner des éclaircissements aussi sur le passage de Lauriane en tant que chercheuse en chiffres aux Compagnons du Devoir et les effets de ce passage dans l'organisation, mais plus largement aussi l'engagement de cette organisation pour l'inclusion. Puis on prendra un petit temps de questions-réponses si le temps nous le permet, et en général, c'est le cas. Quelques conseils rapides. Si vous pouviez couper vos micros pendant que quelqu'un parle, c'est beaucoup plus pratique. Configurez votre affichage Zoom en mode intervenant et ou en mode galerie. C'est vous qui décidez. C'est plus simple pour suivre la présentation. N'hésitez pas à utiliser la fonction lever la main ou la fonction questions et réponses si vous souhaitez poser des questions, soit à la fin, soit tout au long de la présentation. J'en ferai le relais à Lauriane qui n'a pas accès au chat, donc pas de problème pour que j'en fasse le relais, mais il y aura peut-être parfois un petit délai. Notez que le webinaire est enregistré et donc si vous voulez pas apparaître sur l'enregistrement, vous pouvez et vous devez même couper votre caméra parce que ensuite on va publier les 30 premières minutes de ce webinaire sur la chaîne YouTube de la collection Égalité, Diversité et Inclusion qui est créée pour l'occasion d'ailleurs. Alors, un premier temps rapide, parce que c'est vraiment pas moi qui dois monopoliser la parole lors de cet événement, mais je voulais quand même dire quelques mots. En plus, on a la présence de Gaël Le Tranchant qui nous a rejoint, qui dirige les éditions EMS. Quelques mots sur la collection Égalité, Diversité et Inclusion qui a été créée en 2024, que je co-dirige avec Clotilde Coron, qui est professeure des universités à l'Université Paris-Saclay. Bien sûr, on est parti d'un principe assez net et incontestable que la diversité, l'égalité et l'inclusion sont des préoccupations, des thématiques importantes, centrales dans les organisations, mais en même temps que ces préoccupations font parfois l'objet d'une attention soit sélective, soit secondaire, et qu'il était nécessaire d'accompagner à la fois les chercheurs, mais aussi les praticiens de l'égalité, de la diversité et l'inclusion, en leur proposant un espace qui permet de publier plusieurs formats et plusieurs approches concernant ces thématiques. Donc, à l'intérieur de cette collection Égalité, Diversité, Inclusion, pour l'instant, il y a deux supports que vous voyez à droite. Un ouvrage de recherche collective qui s'appelle Nouvelles recherches en égalité, diversité et inclusion, qui en fait recueille 9 recherches différentes sur les thématiques d'égalité, diversité et d'inclusion, et un ouvrage de recherche individuel que vous allez avoir la chance de découvrir ou de redécouvrir aujourd'hui, qui sera présenté par Lauriane, qui est l'inclusion chez les compagnons du devoir et du Tour de France. Notez que la collection est ouverte à la soumission de manuscrits et que les adresses qui sont mentionnées ici, qui sont les adresses de Clotilde et de moi-même, sont bien sûr ouvertes pour discuter de vos projets de manuscrits et pouvoir avancer en ce sens. C'est comme ça que ça s'est fait avec Lauriane, mais peut-être qu'elle aura l'occasion de nous en reparler plus tard. Alors, moi, je voulais aussi dire un mot sur ce qu'on a pensé avec Clotilde de cet ouvrage, parce que Lauriane nous a demandé de faire
la postface. Et ce qu'on s'est dit, c'est que c'était un vrai symbole que cet ouvrage soit le premier ouvrage de recherche individuelle publié dans la collection Égalité, Diversité et Inclusion. Un symbole pour une raison assez simple, c'est que on a un exemple par le concret et par le pragmatisme de comment, par un projet de recherche, donc ici une thèse CIFRE, on peut transformer une organisation et son approche en matière d'inclusion. Et en plus, on a trouvé aussi que c'était intéressant d'aborder l'inclusion à travers un angle qui n'est pas forcément un angle intuitif, c'est-à-dire l'inclusion par le métier, par l'activité de travail. Et ça, on a trouvé ça très intéressant comme ouvrage de lancement. Alors bien sûr, euh, publier des manuscrits, des ouvrages, déjà, c'est un choix courageux en soi. Et ça, nous, on en profite pour remercier l'éditeur de permettre cet espace. Mais en plus d'être un choix courageux, publier des manuscrits sur ces thématiques d'égalité, de diversité et d'inclusion à l'heure où ces thématiques sont largement contestées à certains endroits de la planète, eh bien, ça relève d'un choix, d'un devoir d'exemplarité que nous, on souhaite et qu'on est content de diffuser à travers cette collection. Alors, l'ouvrage de Lauriane, il a une ambition à la fois modeste et audacieuse, c'est que son étude soit à la fois une étude qui permet de comprendre les ressorts de la transformation d'une organisation pour qu'elle soit plus inclusive. Hein. Les Compagnons du Devoir ne partaient pas de zéro, très loin de là, mais plus inclusive. Et elle a aussi, cet ouvrage, il a aussi un apport, à mon avis, important, c'est que par l'exemple, c'est un ouvrage qui montre comment on peut transformer une réflexion dans le cadre d'une thèse de doctorat CIFRE en ouvrage valorisé, accessible au grand public, mais qui renonce pas à l'exigence d'une thèse de doctorat et à l'enracinement dans la recherche académique. Donc finalement, cet ouvrage, c'est un vrai ouvrage d'inspiration dont on peut s'inspirer quand on est une organisation qui cherche à voir comment, avec un contexte particulier, une culture organisationnelle spécifique et des problématiques qui sont singulières, comment on peut mettre en mouvement l'ensemble d'une organisation à travers une démarche qui est le dispositif, en l'occurrence 100% inclusion, qui est au cœur de ce projet. Voilà, donc nous, on voulait répéter, Clotilde et moi, que Clotilde n'est pas là, elle s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir. On voulait répéter qu'on était vraiment très fiers d'avoir publié, Lauriane, cet ouvrage dans la collection et qu'on sera très content de pouvoir t'écouter dans les minutes qui viennent à son propos. Merci encore, Lauriane. Merci beaucoup Hugo, en tout cas pour cette très belle introduction. Alors c'est vrai que ça a été, c'est les premiers mots que je veux dire, mais un vrai plaisir pour moi d'écrire cet ouvrage, à la fois parce que c'est un exercice différent de celui de l'exercice de la thèse, mais aussi par, je dirais, le côté un peu opérationnel qu'il vise, en effet, pour des personnes qui se questionneraient sur ce qu'est une organisation inclusive, comment on peut devenir aussi plus inclusive. Donc je vais vous donner quelques petit teasing pour vous donner aussi envie de le lire. Et déjà, je sais que parmi vous, il y en a certains qui se le sont procurés. Donc déjà, je les en remercie. Et je serais ravie, bien sûr, ensuite de poursuivre les échanges. Alors, j'aime toujours un petit peu faire ça, mais je vais vous demander en fait d'embarquer avec moi dans cette aventure des compagnons du devoir et de vous mettre dans la peau d'un jeune qu'ils ont pu accompagner. Que cette fois on va appeler Francis. Je change le prénom en fait à chaque fois, j'aime bien. Donc là, Francis. Francis, c'est un jeune qui n'aime pas l'école en fait, hein. Il déteste rester assis toute la journée sur une chaise voilà, parce qu'il considère ça comme trop théorique. Lui, ce qu'il veut, c'est faire quelque chose de ses mains. Donc, il décide de s'orienter vers sa mission locale, qui est en fait un organisme qui permet aussi de parfois découvrir certains métiers ou d'orienter vers d'autres organisations, justement, pour découvrir certains métiers. Et donc là, il voit que les compagnons du devoir et du Tour de France peuvent lui tendre la main. Et il décide d'y entrer, hein, dans le cadre du programme 100% inclusion pour découvrir plusieurs métiers. Donc là, il va essayer le métier de plombier, d'électricien, de charpentier. Et lui, en fait, ce qui le passionne quand même, c'est quand même la plomberie. Parce que, en fait, c'est aussi quelque chose qui va lui permettre potentiellement de bien gagner sa vie. Donc voilà, il découvre un peu le métier de plombier et tout d'un coup, il se rend compte que la plomberie, c'est aussi déboucher des toilettes, c'est aussi faire le ménage une fois qu'on a fini un chantier. Et là, pour lui, c'est quelque chose de très choquant. Enfin, en fait, c'est un facteur qui va complètement le faire changer d'avis et donc il décide d'arrêter tout et finalement de se réorienter vers sa mission locale pour découvrir peut-être d'autres programmes ou retester d'autres métiers ensuite pour trouver vraiment celui qui lui plaît.
Et en fait, face à ces situations et ces types de jeunes que les compagnons aussi pouvaient rencontrer, ils se sont demandé comment penser des nouveaux modèles d'orientation, d'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi et de la formation. Et en fait, la question transversale adressée dans cet ouvrage, c'est vraiment quelles sont les pratiques qu'on peut mobiliser pour inclure des jeunes en situation de décrochage scolaire et social. Et c'est quoi, en fait, les facteurs qui peuvent influencer ce qu'on appellerait réussite ou échec de l'inclusion. Et c'est des notions sur lesquelles l'ouvrage va venir un peu dialoguer. Donc, je peux pas juste vous dire l'inclusion chez les compagnons du Devoir et du Tour de France sans vous dire vraiment qui ils sont. Et c'est un petit peu ce que la première partie de l'ouvrage et le chapitre 1 cherchent à faire. Donc, pour les Compagnons du Devoir, ça a été une expérience vraiment singulière entre recherche et pratique. Donc, les Compagnons, c'est une association ouvrière de loi 1901 qui a un objectif classique, former des hommes et des femmes de métier, hein, donc dans différents secteurs. Ça peut être le BTP, la métallurgie, l'ameublement, mais ça va un cran plus loin. On parle d'ailleurs de former des hommes et des femmes de métier mais des hommes et des femmes tout court. Donc il y a une dimension un peu supplémentaire, un peu soft skills, je dirais, identitaire même, voilà, qu'ils cherchent à faire. Donc ils ont répondu en 2019, à peu près fin 2019, à un projet qu'on appelle le plan d'investissement dans les compétences, qui avait pour vocation de mettre en place un programme de formation personnalisé pour les jeunes de 16 à 21 ans, très éloignés de l'emploi et de la formation. Et ce projet, ce programme, il a été déployé dans 4 régions test, la région Occitanie, Pays de la Loire, PACA et Île-de-France, où d'ailleurs je me situe actuellement. Et donc, pour analyser et en fait prendre du recul sur cette expérimentation, eh bien, ils ont fait appel à une thèse CIFRE, c'est-à-dire moi-même en l'occurrence, hein, avec un objectif classique, celui d'analyser, chemin faisant, l'expérimentation du 100% inclusion. Et donc, pour ça, on a mobilisé une méthode qualitative longitudinale et beaucoup de recherche-action. C'est-à-dire que comme c'était un projet qui se déployait, vous le voyez, sur 3 ans, 2020-2023, chaque année, on pouvait faire varier certaines choses pour voir si ça allait être mieux, moins bien, etc. Donc, c'était super en méthodologie de recherche-action. Pourquoi c'est un terrain particulièrement intéressant et pourquoi on peut parler d'expérimentation un peu qui va révéler des choses? En fait, les Compagnons, c'est une organisation qui est déjà une communauté forte, avec des normes, des règles. Un peu, pour ceux qui connaissent Mintzberg, c'est une organisation un peu missionnaire au sens de Mintzberg, qui peut générer de fortes tensions identitaires, du coup, chez des jeunes en situation de décrochage scolaire. Et j'y reviendrai parce que c'était assez puissant, en fait, dans les entretiens qu'on pouvait voir. Deuxièmement, on voit qu'ici, l'intégration, elle s'est faite surtout par le métier, contrairement à d'autres porteurs de projets, donc dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, hein, le PIC, qui eux, par exemple, visaient l'intégration ou l'inclusion par le sport, par exemple, comme sport dans la ville. Ensuite, le programme, il a été pensé vraiment par étapes, destiné à préparer l'entrée en apprentissage chez les compagnons, en estimant que c'était vraiment la méthode un peu des petits pas et que tous les jeunes devaient passer par ces étapes pour finalement réussir à rentrer en apprentissage. Et les compagnons, ils se sont un peu challengés parce que initialement, le sourcing, il était relativement passif. On vise les compagnons parce qu'on sait que c'est une institution d'excellence. Or, les jeunes en décrochage, ils n'osaient pas franchir le cap des compagnons parce qu'ils estimaient que c'était trop enfin, qualitatif, en fait, un peu pour eux, trop excellent. Donc, ils se mettaient la barrière, en fait, hein, ou sinon, ils ne connaissaient pas l'institution. Donc, l'idée, c'était aussi de leur montrer que bon, ça pouvait être tout à fait pour eux. Donc voilà, ça, tous ces éléments-là, de comprendre aussi pourquoi c'est un vrai sujet, l'inclusion pour les compagnons, vous le retrouverez dans le chapitre 1 pour comprendre vraiment un peu plus finement cette institution et aussi son histoire, parce que ça a quand même une importance dans ce qu'on a pu étudier. Donc je vous ai parlé du programme 100% inclusion, donc c'est vraiment parce qu'il a été déployé pendant 3 ans donc dans les différentes régions qui aujourd'hui s'appellent différemment hein, et qui a en fait évolué, et ça c'est Laura qui vous en parlera. Mais en gros, les étapes par lesquelles les jeunes passaient, c'était déjà la première étape, aller chercher chez des partenaires, par exemple les missions locales, des jeunes, donc aller les sourcer, hein, aller avoir un sourcing actif. Et donc, voilà, ça c'était le rôle des référents régionaux, qui était un acteur un peu central là-dedans. Ensuite, on devait réussir à donner envie aux jeunes, donc les intégrer sur le parcours, en comprenant un peu leur niveau pour savoir d'où ils venaient, où ils voulaient aller aussi en termes de métier. Et donc, on leur faisait découvrir aussi le système de l'apprentissage, par notamment des entretiens individuels, etc. Ensuite, on leur faisait vivre vraiment une immersion sur mesure dans les maisons de compagnons, avec des ateliers, la découverte de la vie en communauté, où en fait, on les mettait vraiment avec des formateurs pour découvrir notamment le métier.
L'étape 4, c'était celle d'affiner le projet professionnel avec vraiment une immersion en entreprise, un ou deux stages en fonction du choix du jeune, etc. Où là, en fait, on les basculait en dehors même des compagnons du devoir parce que l'apprentissage, c'est à la fois un temps en organisme de formation professionnelle, mais aussi en entreprise. Et le temps de sécurisation qui était en fait, je ne vais pas dire négligé, mais en fait, où on se disait que ça allait rouler par rapport à toutes les étapes qu'on avait fait précédemment. Donc, où là, le jeune entrait effectivement en apprentissage dans l'entreprise, mais on se rendait compte que c'était vraiment des moments où beaucoup de jeunes abandonnaient finalement. Et donc, des moments pas assez travaillés qui aujourd'hui le sont beaucoup plus, où on va avoir une sécurisation qui s'étend sur le temps de l'apprentissage. Donc voilà un petit peu pour le programme. Et en fait, on appelle ça 100% inclusion. Mais en fait, qu'est-ce que l'inclusion? Et ça, c'est pareil, c'est important. Dans l'ouvrage, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est vous montrer à la fois l'aspect très pratico-pratique du terrain, c'est-à-dire l'expérimentation en cours pour que, en fait, vous puissiez avoir l'impression que c'est vous qui l'avez faite, quoi. Et comprendre aussi comment ça se déroule, comment une organisation devient plus inclusive et se questionne au travers de tout ça. Mais aussi donner, je dirais, une matière à prendre du recul et de la hauteur. Parce que c'est parfois aussi un petit peu ce qui manquait aux opérationnels, comprendre les théories associées, comprendre comment on pouvait aussi y répondre. Et en fait, l'inclusion, c'est le degré auquel les individus vont ressentir un traitement de la part d'un groupe qui va satisfaire deux types de besoins. Le premier, c'est le besoin d'appartenance, donc qui correspond en fait au besoin d'être intégré dans un groupe, hein, donc construire des relations interpersonnelles fortes, en fait, voilà, se sentir appartenir à une communauté. Et le deuxième, c'est le besoin d'unicité. C'est-à-dire, dans cette communauté, quand même conserver des éléments d'identité personnelle. Donc voilà, une perception distincte et différenciée de soi. C'est pas parce que je vais appartenir au compagnon et par exemple devenir compagnon que je vais entièrement renier qui je suis. Je vais garder certaines caractéristiques propres. Et vous voyez que c'est quand même relativement paradoxal de répondre à ces deux besoins en même temps. Et pourtant, c'est un petit peu ce que les compagnons ont cherché à faire au travers de leur pratique. Et c'est notamment ce que je montre. Donc là, ça fait écho au chapitre 2, hein, vraiment l'inclusion en action. C'est quoi les pratiques d'inclusion pour les jeunes en situation de décrochage scolaire et social? Et là, bon, je vous ai mis le schéma global, je ne vais pas revenir sur tout. Je vais zoomer sur la réponse vraiment aux besoins, comment les compagnons ont fait pour répondre aux besoins d'unicité et d'appartenance que je viens de vous présenter. Mais en fait, ça a été un gros processus. D'abord, ils ont voulu un peu construire une sorte de climat inclusif, où en fait c'était un climat de confiance et non discriminant, ce qui était un peu un enjeu pour eux. Le choix des mots, est-ce qu'on va vraiment parler de décrocheur? C'est quand même porteur de sens relativement fort et pas toujours évident. L'idée de ne pas juger, juste sur l'apparence, sur la manière dont le jeune va se tenir, etc. L'idée d'être transparent aussi sur les possibilités du jeune, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire chez les compagnons parce que ça va pas lui correspondre, etc. Donc, tout ça, c'était vraiment des pratiques un peu transversales de climat inclusif. Mais, bien sûr, il y a eu une phase d'abord, initialement, de compréhension. Comprendre à la fois l'exclusion passée, donc d'où vient le jeune, en quelque sorte, c'est quoi ses besoins relatifs à son passé, mais aussi sa motivation future. Quel métier elle veut faire? Est-ce que sa vision du métier, elle est alignée à la réalité ou pas? Et comment, en fait, on fait retravailler cette, justement, vision métier? Parce que, par exemple, quand on découvre que la plomberie, c'est aussi déboucher les toilettes, bah, c'est un choc pour le jeune, mais heureusement qu'il s'en rend compte maintenant. Parce que s'il arrive en entreprise et qu'il voit ça, bah, en fait, tout le protocole avant, c'est une perte de temps à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour le jeune, parce qu'il trouve pas vraiment sa voie, etc. Et donc, on comprend les besoins, on essaye d'y répondre et on évalue à la fois ses propres pratiques en tant qu'acteur et donc, voilà, formateur, etc. Mais aussi, on évalue le jeune pour voir s'il est aligné avec le parcours qu'il avait envisagé et si ça lui correspond toujours, en fait. Faut pas mettre les gens forcément dans des moules ou les pousser à aller, par exemple, vers les métiers en tension si bah, c'est pas le métier qu'il veut faire, tout simplement. C'est simple à dire, mais enfin, il faut quand même mieux le dire parce que ça peut être le cas. Donc là, je vous propose de zoomer vraiment sur les pratiques de réponse aux besoins d'inclusion, d'unicité et d'appartenance. Alors, comment les compagnons ont répondu aux besoins d'unicité? Donc, au fait que le jeune puisse se sentir quand même lui-même dans cette institution qui est très socialisante, on va dire. Et bien déjà, ils ont adapté les parcours. Par rapport au programme que je vous ai présenté un peu en étapes, on s'est rendu compte que non, il y avait une adaptation. On ne pouvait pas avoir le même parcours et les mêmes étapes pour tous, que les étapes ne duraient pas toutes les mêmes et que les jeunes n'avaient pas les mêmes besoins. Quelqu'un qui arrive avec une idée métier fixe, parce que par exemple, il veut être chaudronnier. Déjà, il faut savoir ce qu'est un chaudronnier, hein. C'est pas juste quelqu'un qui va faire des marmites pour les sorcières. Vous voyez, enfin,
Des fois, on part de là. Non. Mais donc, celui qui connaît déjà un peu la chaudronnerie et qui veut faire ce métier, bah, peut-être on va moins lui faire passer de temps avec le formateur parce qu'il n'en a pas besoin, il sait ce qu'il veut faire. Lui, ce qu'il veut, c'est peut-être trouver un contrat d'apprentissage. Donc, on va tout baliser sur le fait de lui faire trouver un contrat d'apprentissage. Donc, il y a eu vraiment l'idée de, certes, procéder par étapes, mais réussir à individualiser ce programme qui était conçu un peu comme étant initialement le même pour tous. Et ensuite, il y a aussi l'idée de montrer la prise en considération individuelle. Ça, c'était assez puissant parce que c'est les jeunes qui me l'ont dit dans les entretiens. Ils disaient, mais madame, nous, le fait que là, chez les compagnons, on arrive et qu'on retienne nos prénoms, qu'on nous appelle par notre prénom alors qu'on est beaucoup, ça veut dire quelque chose pour nous. Et en fait, on se sent carrément nous, quoi, on se sent intégré, quoi. Et donc, ce qui était assez fort, parce que ça, c'était pas une pratique forcément que les formateurs ou même les référents régionaux identifiaient comme étant importante, mais ça l'était tout à fait pour les jeunes. Et troisième gros type de pratique d'inclusion pour répondre aux besoins de l'unicité, l'idée de responsabiliser. En fait, le danger qu'il y a eu un petit peu au début du programme, c'est que souvent, on pouvait tomber dans une logique d'assistanat, c'est-à-dire tout faire à la place du jeune. Lui trouver son stage, lui trouver son contrat d'apprentissage. Et en fait, du coup, il n'avait pas tout à fait la valeur associée à ces choses-là, parce que trouver un contrat d'apprentissage, c'est quand même un combat et c'est pas évident. Donc l'idée, c'était de réussir à faire monter le jeune en autonomie pendant la préparation à l'entrée en apprentissage et le tester et tester un peu son autonomie, voir sa motivation. Est-ce qu'il arrive à trouver une entreprise? Est-ce qu'il donne tout pour trouver une entreprise? Et dans ce cas-là, s'il n'y arrive pas, on peut l'aider, mais on ne le fait pas à sa place. Et en fait, ça, c'était quand même un élément un peu crucial. Et d'ailleurs, une région qui a été un peu moins, je veux dire, en termes de réussite de programme, c'était la région PACA. Et là, vraiment, c'était, je veux dire, de l'assistanat, mais pas au sens mauvais du terme, quoi. Mais en fait, on faisait tout à la place du jeune et il avait plus trop son mot à dire. Donc, vous voyez, là, c'était un peu problématique et ça n'a pas trop fonctionné. Enfin, comment on répond aux besoins d'appartenance? Bon, déjà, il faut faire comprendre l'organisation, ses règles. C'est des jeunes qui arrivent avec une idée un peu parfois biaisée d'ailleurs de ce que sont les compagnons du devoir. Et je le mets d'ailleurs dans enfin, la fin du livre, en fait, hein, pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Mais c'est Yanis, par exemple, qui disait, ah, ouais, les compagnons, ça fait un peu secte, non? Donc, on a une vision un peu biaisée de l'organisation parce qu'on la comprend pas trop et en fait, on en a entendu parler, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc pour ça, c'était important d'expliquer le cadre, le marteler, aussi de travailler en réseau, que les jeunes puissent vraiment rencontrer plein d'acteurs chez les compagnons pour comprendre dans quel système ils allaient s'inscrire. C'est quoi un formateur? C'est quoi un prévôt? Bon, c'est un directeur de maison de compagnons. À quel moment, en fait, je vais pouvoir le mobiliser? Il me sert à quoi? En fait, voilà, tout simplement un peu un réseau d'acteurs, qui je contacte à quel moment. Et il y avait aussi l'idée de donner l'exemple. Parce que chez les compagnons, par exemple, il y a des règles. On ne peut pas venir en jogging. Donc, vous imaginez bien que les jeunes en situation de décrochage scolaire, eux, dans leur quartier, l'habit qu'ils ont le plus peut-être, c'est le jogging, ce qui est très compliqué. Donc, il faut leur faire comprendre le sens de pourquoi non, chez les compagnons, c'est pas le jogging qu'on tolère. Et pour ça, il y avait une référente régionale qui avait dit, bon, bah moi, si demain je viens en pyjama, est-ce que vous me pensez crédible? Est-ce que vous allez m'écouter de la même manière? Et donc, voyez, donner un peu l'exemple dans ces sens-là. Et parfois aussi, pour répondre aux besoins d'appartenance, c'était l'idée de marquer cette appartenance. Donc d'impulser des moments de socialisation, formels ou informels. Les moments informels, par exemple, le temps de salle à manger. Donc on va parler un peu de tout et de rien. Où en fait on ne sait pas trop ce qui s'y joue, mais il se passe quand même beaucoup de choses. Des temps de faire un baby-foot ensemble, avec d'autres jeunes non issus de l'inclusion. Ça marquait. Le tutoiement aussi. Donc c'est une norme chez les compagnons. On se tutoie tous. Mais le fait que pour les jeunes, enfin, pour les jeunes, c'était très surprenant parce qu'ils rejetaient un peu le milieu scolaire et ils se disaient, oh, ici, en fait, le tutoiement, bah, c'est quand même gage aussi de respect. Alors que jusqu'ici, dans l'institution scolaire un peu que je rejetais, si je tutoyais, mais c'était horrible, quoi. Je me faisais vraiment reprendre. Donc, ça les questionnait aussi sur ce qu'était le respect, en fait, au sein d'une organisation comme celle des compagnons. Et enfin, l'idée de fournir des goodies. Et là, j'aime bien ce petit exemple, mais il y a un jeune qui me disait, mais madame, moi, quand je suis rentrée avec le stylo des compagnons, initialement, mes copains ne croyaient pas dans le fait que j'allais intégrer les compagnons. Et quand je leur ai montré le stylo, là, ils m'ont cru. Donc, c'est aussi montrer aux autres qu'on a une appartenance, en fait, à la communauté, donc là, en l'occurrence, des compagnons. Voire porter un t-shirt dans les quartiers, etc. Donc, voilà, c'était assez intéressant en termes de verbatim. Et ensuite, il y a toute une partie dans l'ouvrage sur la conception de la réussite ou de l'échec de l'inclusion. On peut se dire, bah oui, bah une fois qu'on a répondu à ces deux types de besoins, c'est bon, c'est une réussite de l'inclusion. Mais en fait, on s'est rendu compte dans notre travail que c'était pas tout à fait le cas et que tous les acteurs ne partageaient pas la même définition. Ce
qui est problématique, parce que finalement, avoir une définition de la réussite de l'inclusion va conditionner aussi certaines pratiques pour atteindre justement cette réussite ou cet échec, hein, enfin plutôt cette réussite. Donc il y a trois types d'éléments un peu définitionnels. La première, c'est une réussite si on a l'intention de rester chez les compagnons. Donc déjà, à court terme, d'entrer chez les compagnons en apprentissage. À moyen terme, de partir sur le Tour de France, enfin à long terme, c'est-à-dire de partir sur le Tour de France. C'est ce qu'on fait en fait après un contrat d'apprentissage de 2 ans. On peut partir sur le Tour de France pour du coup se perfectionner dans son métier. On va changer tous les 6 mois, 1 an de région pour se perfectionner. Et c'était aussi du coup d'adopter les bons comportements et les règles organisationnelles associées, et ce qui montre l'intention de vouloir rester chez les compagnons. Ensuite, il y a une définition de la réussite autour de l'engagement et de l'évolution du jeune. Le fait que, et ça c'est surtout les jeunes qui nous le disaient, pour eux c'était déjà une réussite de participer au programme et de retrouver un rythme. Donc de se lever tous les matins pour un objectif. Quand on part de loin et que ça fait longtemps qu'on est déscolarisé, ça veut dire quelque chose. Il y avait aussi l'idée de trouver un patron, d'obtenir un diplôme. Enfin, même si, et c'est assez paradoxal, les entreprises qui recrutaient dans le BTP se disaient, nous, bon, le diplôme, voire le savoir-faire, c'est pas grave, on pourra leur faire acquérir. Ce qui compte, c'est la motivation. Donc, c'est pas tant le diplôme. Or, les jeunes, ils attribuent quand même à ce diplôme une notion très réussite, quoi. Donc, c'était important pour eux. Et aussi l'idée de progresser dans le métier. Et enfin, une troisième grande catégorie, beaucoup plus subjective, non partagée un peu partout, enfin, où en fait on peut avoir une définition un peu différentes en fonction des jeunes qu'on interroge. Celui de la réalisation personnelle et de la satisfaction au travail, identifier sa voie professionnelle, réussir sa vie. Bon, pour certains, c'était avoir une Ferrari. Pour d'autres, trouver un équilibre vie familiale, vie professionnelle. Voilà, donc c'est un peu partagé et melting pot, on va dire, hein. Mais l'idée de réussir sa vie, c'est quand même un élément central. S'épanouir, être fier et rendre fier. Il y avait vraiment cette notion de rendre fier ses parents. Souvent, c'est des familles monoparentales en fait hein, qu'on rencontrait, enfin, en tout cas des jeunes issus de familles monoparentales. Et donc rendre fier sa mère, c'était vraiment quelque chose de très important pour eux. Et l'idée de passion du métier, c'est-à-dire ne pas avoir l'impression de travailler, mais en fait voilà de s'éclater un peu dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est quand même important parce que comme je vous le disais, selon la vision qu'on a de la réussite, on va pas avoir tout à fait les mêmes comportements adoptés. Et donc, finalement, ce que je voulais un peu vous dire aujourd'hui, pour pas non plus être trop longue, mais c'est un livre utile. Pourquoi? Alors, déjà, je pense vraiment pour comprendre comment on devient une organisation plus inclusive. Initialement, c'est vrai que les compagnons, ils avaient des bonnes prédispositions. Ils ont des valeurs centrées un peu sur l'inclusion, sur le partage, sur la communauté. Mais on a rencontré initialement des gens dans l'institution qui disaient non, on a assez de cassos comme ça chez nous. Donc, vous imaginez que, enfin, pour passer de ça à une organisation qui réussit à intégrer des jeunes plus éloignés de l'emploi et de la formation, issus de quartiers prioritaires de la ville, etc., il y a eu du travail de fait. Donc, ça montre un peu aussi comment une organisation se transforme, comment elle évolue, à travers quelles pratiques concrètes et aussi à travers quel questionnement justement de cette réussite de l'inclusion. Et ça permet aussi, je pense, d'approfondir cette notion d'inclusion en vraiment en faisant comme un petit tennis, je dirais, un petit ping-pong aussi entre euh, l'opérationnel et le théorique. Donc, c'est un petit peu ce que cet ouvrage aussi il vise à faire, avoir des encadrés théoriques qui permettent aussi de prendre de la hauteur sur les pratiques concrètes. Et donc, moi, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir passer la parole à Laura, qui aujourd'hui est chef du projet inclusion, donc notamment sur la région Île-de-France, et qui essaye aussi de les semer, en fait, c'est comme ça qu'on dit, je crois, au national, et qui va nous parler aussi de comment aujourd'hui l'inclusion perdure et comment l'organisation devient encore de plus en plus d'ailleurs inclusive. Donc, Laura, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc, Laura Pérez, chef de projet inclusion donc, chez les Compagnons depuis 2020. Et du coup, pour un petit élément de contexte, donc j'ai eu l'opportunité, la chance, du coup, de travailler avec Lauriane durant sa thèse de 2020 à 2024. Oui. Donc, elle a notamment mené une partie de sa recherche action sur le territoire, en tout cas d'Île-de-France. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement en fait du programme donc, qui s'appelle l'apprentissage des demain, qui est, on va dire, le nouveau programme de préformation en fait chez les compagnons Île-de-France, donc depuis 2023.
C'est-à-dire qu'il y a eu le pic, en fait, 100% inclusion, donc les travaux de Lauriane. Ça a été donc de 2019 à 2022. Et nous, on va dire, on a eu l'opportunité de pouvoir répondre aussi à une convention avec des partenaires qui financent ce programme. Et du coup, on s'est vraiment appuyé donc sur les résultats du PIC 100% inclusion et surtout sur les travaux de recherche-action menés par Lauriane. Donc en fait, ce programme, donc il dure environ on va dire de 1 à 4 mois justement, donc selon le projet du jeune. Donc ça, je reviendrai après. Donc il a pour objectif d'intégrer une quarantaine de jeunes, donc en décrochage scolaire. Et je vais préciser aussi les mineurs non accompagnés, donc tous les jeunes issus d'un parcours migratoire. C'est un peu une nouveauté dans le programme puisque le premier programme n'était pas forcément à vocation d'être pour ces jeunes mineurs non accompagnés qui ont quand même des besoins assez particuliers donc issus donc notamment tous des quartiers prioritaires de la ville. Donc on va dire que le caractère un peu spécifique de ce programme donc, réside dans sa capacité à rendre accessible, on va dire, l'exigence d'une formation chez les compagnons du devoir pour tous, donc en offrant la possibilité aux jeunes de découvrir donc, nos différents métiers afin de favoriser leur insertion donc, professionnelle d'une part et sociale de l'autre. Comme le disait du coup Lauriane tout à l'heure, qui a très bien déblayé, donc en effet la première chose c'est le sourcing des jeunes. Et là où les travaux de Lauriane en tout cas m'ont particulièrement aidé, c'est que bon là elle en a pas forcément parlé, mais elle a créé en fait une typologie de public qui peut ou non on va dire rentrer chez les compagnons du devoir. Et en tout cas, nous, ça nous a beaucoup aidé dans la mise en place de ce nouveau programme, puisque enfin, l'inclusion ne veut pas dire non plus pouvoir accompagner tout le monde, parce que ce n'est pas possible. Donc, en fait, le travail de Lauriane a permis de voir quel type de public on était en capacité, d'un point de vue même enfin, humain, professionnel, d'accompagner et ceux que on n'était pas. Donc là, l'idée, c'est que nous, en fait, on travaille vraiment avec des partenaires spécifiques sur les territoires des partenaires qui connaissent les compagnons et qui vont être vraiment nos ambassadeurs sur le terrain. On évite d'aller dans le tout venant parce qu'en fait, on sait que ça marche pas et qu'il faut vraiment qu'on ait de la rigueur dans les partenaires des territoires. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien évidemment, on va rencontrer les jeunes. Donc d'abord, en effet, lors on va dire, d'informations collectives assez basiques, puis lors d'un entretien individuel, où là, c'est pareil, le fait d'avoir une trame un peu plus précise de pratique, voilà, inclusive, comme dirait si bien Lauriane, pour reprendre un peu bah, d'où les jeunes viennent, quelles sont vraiment leurs motivations aujourd'hui, leurs besoins. Est-ce qu'en effet, ce qu'on propose est compatible avec le projet du jeune? Parce qu'il faut être tout à fait honnête, beaucoup d'éducateurs, de travailleurs sociaux, enfin, en fait, de personnes qui accompagnent les jeunes vont des fois aussi nous orienter les jeunes par défaut. Enfin voilà, il y en a énormément parce que des fois ils sont face à des jeunes désespérés. Eux-mêmes, les professionnels sont désespérés. Donc c'est à nous en fait d'avoir un vrai travail d'évaluation très fin, très fine pardon, dès le démarrage du programme. Et c'est vrai qu'avec Lauriane, on avait vraiment créé un peu sur une trame un peu de voilà d'évaluation des jeunes du coup au démarrage. Du programme. Et nous, on va dire, notre point premier, c'est donner envie aussi aux jeunes d'être là, quoi. D'avoir envie d'être là et d'avoir envie de faire sa formation. Et donc là, c'est pour ça qu'on est sur un principe que c'est à nous aussi d'adapter notre modèle d'accompagnement et pas aux jeunes de s'adapter, du moins pendant le programme, à notre propre modèle. Modèle qui est déjà, comme vous avez pu le voir, assez exigeant et d'une part un peu rigide. Faut être honnête Oui, sur, c'est sûr. voilà. Donc il y a cette souplesse que nous, on doit créer aussi au démarrage du programme. Ensuite, donc les jeunes, ils passent en effet, ils ont la possibilité donc de passer par différents modules. Donc la différence, et c'est ce que disait aussi Lauriane, c'est qu'avant c'était vraiment comment dire, un programme qui était par étapes, avec des étapes, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Là, on a complètement renversé les codes et on est passé par vraiment une logique de modules où les jeunes ne sont pas obligés en fait, et c'est nous bien sûr qui le déterminons, de passer à tous les modules. Un jeune aujourd'hui qui a un niveau seconde, il n'a pas forcément envie de faire une remise à niveau, ou ni, enfin, c'est pas forcément envie, mais d'ailleurs besoin de faire une remise à niveau en français ou en numérique, parce qu'il a complètement le niveau prérequis pour atteindre une formation chez les compagnons. Alors que bien sûr, un migrant ou un jeune qui a peut-être décroché en quatrième, bah, lui, il faudra faire la remise à niveau. On voyait bien qu'avant, c'était un vrai facteur de décrochage, en fait, dans le programme, le PIC 100% inclusion, c'est qu'en fait, les jeunes, ils se reconnaissaient pas, quoi. Oui. Forcément, quand on se retrouve à une remise à niveau avec des jeunes qui ont un niveau beaucoup moins élevé que le nôtre, mais en fait, le jeune dit non, mais c'est pas fait pour moi parce que je suis pas avec des jeunes comme moi. Moi, je suis pas aussi nulle que ça en français, donc pourquoi je suis là? Et en fait, ça crée de la démotivation totale, certains modules, en fait.
Et du coup, on perdait aussi, nous, des super jeunes qui Ok. auraient pu faire une formation chez les compagnons, mais pour qui, en fait, le programme, ça les démotivait plus qu'autre chose. Donc, comme disait Lauriane, donc on a tout un volet, bien évidemment, de découverte des métiers, parce que chez les compagnons, donc la porte d'entrée, de toute manière, c'est le métier. Mm. Tant que le jeune est motivé à faire un métier et à approfondir ce métier-là, j'ai envie de dire presque tout fonctionne, on le saurait, mais en tout cas, c'est quand même une belle porte d'entrée. Et il y a aussi cette volonté d'ouvrir les vannes au maximum sur les découvertes des métiers. Ça passe très concrètement par des jours, en fait, sur nos plateaux techniques, où les formateurs vont accueillir un jeune pendant 1, 2, 3 jours. Le jeune va créer une pièce aussi par Mm. lui-même. Et parce que souvent, c'est des jeunes qui n'ont aucune confiance en eux et pour qui déjà créer quelque chose de leurs mains, c'est déjà énorme. Ils vont tester les différents matériaux. Et ce qu'on avait vu, enfin ce que Lauriane aussi avait repéré, c'était aussi le lien, notamment avec les équipes, avec les Mm. formateurs métiers et comment justement la parole d'un formateur va influer aussi sur le Mm. parcours professionnel du jeune. Donc il y a toute cette interaction qui est Mm. vraiment très importante dans le programme. Et donc là, c'est pareil, souvent les jeunes, ils ont des représentations très biaisées des métiers. Donc oui, il y a comme on va dire le plombier qui va que déboucher les toilettes, alors qu'en fait pas du tout, le serrurier qui va réparer les serrures, alors qu'en fait c'est enfin rien à voir. Donc il y a vraiment l'idée là de la déconstruction des représentations et d'être dans une idée de travail choisi et non pas Mm. travail subi. Et avec ce public-là, c'est un vrai challenge de fond. Il y a bien évidemment, ça je vais pas trop détailler parce que c'est tout ce qui est soft skills, mais Lauriane, je pense, Mm. a suffisamment parlé de l'importance des soft skills chez les compagnons. Il y a tout ce qui est dans les ateliers recherche d'emploi. Et là, pareil, je refais le parallèle avec ce que disait Lauriane, notamment sur les ruptures de contrat. On a remarqué qu'en fait, quand le jeune, alors ça paraît bête, hein, dit comme ça, Mm. mais en fait, bon, sur le quotidien, ça l'est un peu moins, qu'un jeune qui trouvait par lui-même son contrat d'apprentissage Mm. avait beaucoup moins de chances d'avoir une rupture par la suite qu'un jeune pour qui on trouvait son contrat. Puisque la valeur du contrat, elle est complètement différente quand on donne à un jeune une entreprise. Le jeune, il comprend pas du tout le sens de tout ça et il va se dire bon bah ça me plaît pas, j'ai la flemme, donc Mm. hop, bah, rupture de contrat, c'est pas grave, les compagnons vont nous trouver une boîte. Alors qu'un jeune qui a appelé 60 entreprises, je peux vous assurer que le jeune, il va coûte que coûte garder son contrat pendant Mm. 2 ans. Donc ça, c'est vraiment aussi bah, dans cette développement, enfin se développer le pouvoir d'agir du jeune, enfin son autonomie, qui est vraiment très très importante. Et en tout cas, voilà. Tous les modules, après on a d'autres modules aussi sur tout ce Mm. qui va être santé, bien-être, yoga, qui marchent assez bien parce qu'on est quand même sur des jeunes qui ont vécu aussi souvent des traumatismes. Et donc ça aussi en termes d'accompagnement, bah faut être en mesure de pouvoir accompagner ça. Donc voilà, donc en tout cas le but c'est que le jeune soit vraiment au maximum acteur de son parcours et puis qu'il puisse Mm. en tout cas intégrer une de nos formations à la rentrée en septembre. Donc c'est pour ça que le programme a lieu d'avril à juillet pour une rentrée en septembre, mais avec un peu un temps plus ou moins long selon le projet Mm. du jeune. En tout cas, enfin, c'est vrai que le livre de Lauriane et plus globalement ses travaux de recherche ont permis, bah, nous, de donner, enfin, c'est sûr, un exemple, enfin, concret, de devenir une organisation plus inclusive. Alors aussi bien, j'imagine bien sûr de votre côté Mm. dans le domaine de la recherche scientifique, mais aussi nous dans l'opérationnel, puisque surtout que chez les Compagnons du Devoir, il y a certes beaucoup de pratiques inclusives, mais en fait, elles sont pas du tout formalisées. Mm. Et ça, c'était un vrai boulot, en tout cas, d'avoir des que Lauriane puisse formaliser ces bonnes pratiques, parce que heureusement, il y en avait quand Mm. même un petit peu avant. Mm. Et puis j'allais dire juste hein, pour terminer, ce qui est très important et ce qui fait vraiment le lien avec son ouvrage, c'était vraiment la question de la formation des Mm. équipes en interne. Parce qu'en fait, pendant le pic, bah, c'était que le programme était centré que sur les jeunes, alors qu'aujourd'hui, le programme est aussi centré, donc certes sur les jeunes, mais aussi sur Mm. la formation des équipes. Parce qu'on voit bien que sans former les équipes aux pratiques d'inclusion, à la lutte contre les stéréotypes, Mm. préjugés, enfin tout ce domaine-là, pour moi, enfin c'était Mm. marcher à contre-courant, quoi, enfin d'être juste centré sur les jeunes et pas sur les équipes. Mm. Et notamment aujourd'hui, Lauriane travaille toujours Ouais. un petit peu avec nous et notamment elle a réalisé beaucoup de travail du CODEV, Mm. notamment avec nos formateurs métiers pour justement recenser ces bonnes pratiques et faire qu'on ait aussi nous un guide un peu d'accompagnement des équipes, puisque sans le travail autour de Mm. l'écosystème, pour moi, ça peut difficilement Ouais. fonctionner. Mais voilà, dans les grandes lignes, Super. le programme. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lauriane. Merci beaucoup,
Laura pour ces présentations. C'est très complémentaire pour tout le monde, je pense. Hein. Moi, j'ai noté deux, trois choses. Il y a une vraie dynamique de l'inclusion chez les compagnons du devoir. J'ai bien aimé ce qui a été dit sur le rapprochement entre le réel et le perçu. On voit qu'il y a une expertise quand même en inclusion professionnelle par le métier qui se développe d'année en année chez les compagnons du devoir. Parce que le but, j'ai noté, hein, c'est d'intégrer une formation à l'issue, et puis après cette formation, bah, c'est le but, c'est de développer des compétences pour maîtriser un métier et en quelque sorte posséder une expertise. Et on sait à quel point l'expertise, c'est quelque chose de difficile à acquérir. Ça demande du temps, de la patience, et en fait, peut-être que l'inclusion chez les compagnons du devoir, c'est aussi une forme d'apprentissage de la patience. C'est un peu ce que j'entends là dans ce qui est dit. Peut-être juste une question avant qu'on prenne celle éventuellement dans la salle, qui peuvent passer par le chat ou directement par la prise de parole via la fonction lever la main. Lauriane, c'est quoi peut-être le résultat le plus surprenant de ton travail là que t'as pu mener chez les compagnons? Ouais, merci pour cette question. Il y en a beaucoup, je pense. Je dirais que déjà, enfin, le fait de voir que ce travail a entraîné peut-être une prise de conscience un peu en interne, de se dire que, en fait, en effet, il y a beaucoup de gens qui font enfin, qui conduisent des pratiques inclusives, d'autres pas du tout. Mais voilà, beaucoup de gens qui ont quand même des pratiques, mais qui ont du mal à mettre des mots un peu dessus. Donc, avoir un peu ce rôle de mise en lumière, quoi. Et puis en fait, tout à les yeux qui s'éclairent en disant, mais oui, c'est ça. Ça, moi, enfin, je trouvais que c'était hyper valorisant. Donc, je sais pas si c'est surprenant, mais en tout cas, c'était très valorisant. Il y avait peut-être aussi l'idée de enfin, comment une organisation très historique, traditionnelle, cherche aussi à se transformer vers plus d'inclusivité. Moi, ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, mais tiens, c'est un peu paradoxal. Comment une communauté finalement très forte cherche à en fait se remettre en question, même en étant alignée quand même avec des valeurs, etc. Mais comment en fait elle cherche à devenir plus inclusive? Moi, je trouvais que ça déjà, tu vois, initialement, c'était relativement surprenant et donc très intéressant à étudier. Et puis, moi, je trouve quand même que ce qui est hyper intéressant dans la recherche-action, c'est de voir le résultat, le fait que ça produise un peu des petits, quoi, enfin, que ça poursuive. Et voilà, moi, je sais pas Hmm. si c'est surprenant, mais en tout cas, oui, si, quand même, quand je trouve que tu es jeune chercheur, voir que les travaux que tu mènes, portent des fruits, bon, bah, il n'y a rien de plus agréable, je dirais. Ouais, merci pour cette réponse. C'est intéressant parce que on a des exemples de culture organisationnelle ou même de culture d'entreprise qui freinent l'innovation, la remise en question. Et là, tu sembles plutôt dire que l'effet est différent. Donc, c'est en tout cas intéressant et ça éclaire un côté de cet apport des cultures organisationnelles qui est souvent peu abordé. Le professeur Albert David veut nous poser une question, donc on va lui donner la parole directement. Ouais, bonsoir Hugo, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Lauriane et, et merci. J'avais deux questions en fait, en dehors du fait de vous dire que ça donne envie de lire le livre, même si j'ai déjà entendu Lauriane quelques fois quand même, toutes ces années. Euh, euh, une petite remarque avant, je me rappelle un exemple que tu avais donné un jour au compagnon du devoir de ce jeune à qui on reprochait d'être en survêt et qui répondait que oui, mais il avait mis son plus beau. Euh, Et j'avais trouvé ça touchant et assez parlant en fait. Et du coup, ça m'amène à la première question qui est en gros, dans ton expérience avec les compagnons, je vais poser la question comme je peux. Que faut-il avoir compris au monde pour avoir des clés qui ouvrent les portes? C'est-à-dire, on vit dans un monde, surtout dans l'enseignement supérieur et dans certains établissements un peu élitistes, on fait comme si tout le monde avait forcément tout pigé avant d'arriver ou presque. Les gens, ils ont les codes en quelque sorte. Moi, j'ai été prof à Évry pendant quelques années à l'université. Et j'avais tenté d'envoyer mes meilleurs étudiants de formation de gestion candidater à des stages un peu dans mon réseau grandes écoles et autres, et on m'avait fait comprendre plus ou moins, de façon plus ou moins sympa que, entre guillemets, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, ça veut dire les jeunes hommes et jeunes femmes qui se présentaient, ils étaient peut-être intelligents, mais ils n'avaient pas les codes. Et il y a ce registre-là, mais il y a aussi le complémentaire qui est à quel moment il faut expliquer des bases, des fondamentaux, des grands concepts, y compris des trucs très pratiques. Qu'est-ce que c'est qu'un employeur, une assurance, un contrat de travail, la Mhm. ponctualité, des trucs comme ça. Et voilà, je voulais avoir ton avis à l'expérience sur ces questions-là. Donc, qu'est-ce qui, à un moment donné, ouvre les portes? Alors, tu as cité quelques exemples, mais peut-être que tu as des conclusions un petit peu plus générales. Et puis, l'autre question, c'est
dans quel type d'intermédiation on est? C'est-à-dire, en t'écoutant, moi, je pensais à l'APEC ou à France Travail, je pensais au logement social, je pensais à toutes ces institutions dans lesquelles il y a des gens qui sont au contact de personnes qui ont besoin de trouver un boulot, un logement, etc. Et il y a peut-être quand même des différences parce que, au fond, l'APEC, c'est de l'intermédiation, c'est de l'entremise. L'APEC ne possède pas de quoi employer les gens, à part son propre personnel. Les HLM, c'est un peu plus subtil parce qu'il y a des bailleurs sociaux qui font plus ou moins partie du truc, etc. Bref. Et les compagnons, on pourrait dire, bon, bah, les compagnons, c'est bon, c'est les compagnons, c'est les recruteurs directs, quoi. Et donc, évidemment, ça peut faire partie des caractéristiques un peu spécifiques de l'inclusion, au sens où tu l'entends. Voilà, deux petites questions qui me sont venues en vous écoutant. Super, Oui. merci beaucoup. Alors j'espère avoir une réponse claire à ces questions claires, mais qui demandent quand même un peu de réfléchir. Donc ça tombe bien, j'aime bien faire ça. Je vais commencer par la deuxième question, un peu par rapport à l'intermédiation et au fait que les compagnons, enfin, est-ce que c'est une organisation, enfin, qui va agir un peu directement, enfin, ou qui va conserver les jeunes? En fait, justement, c'est ça la particularité. Les compagnons, soit ils vont créer des compagnons. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait son contrat d'apprentissage, on peut partir sur le Tour de France, on produit un chef-d'œuvre, on est reçu compagnon au bout de 7 ans, si je dis pas de Mm. bêtises, hein, à la fin de son tour. Et là, en fait, on doit rendre à l'institution ce qu'elle a donné. Donc, on devient à notre tour, enfin, formateur ou directeur de maison. Donc, dans ce cas-là, ce que tu dis, enfin, dans ce cas-là, c'est pas vraiment une intermédiation, je dirais, parce que les compagnons, en effet, vont essayer de conserver les jeunes. Et d'ailleurs, c'est un enjeu pour eux, hein, de réussir à garder assez de masse salariale, entre guillemets, hein, de formateurs, etc., pour faire tourner l'organisation qui fonctionne qu'en interne. Mais il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne continuent pas et qui ne partent pas sur le Tour de France. Et dans ce cas-là, en effet, on prépare les jeunes pour, pas pour nous en fait, hein, mais pour les entreprises. Donc dans ce cas-là, on est dans le cas de l'intermédiation, comme tu le disais. Donc en effet, je pense que c'est une spécificité assez intéressante des compagnons, notamment parce qu'elle a les deux volets, intermédiaire, mais pas que. Parce que finalement, elle veut aussi conserver ses jeunes en son sein sur le Tour de France. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, ça donne un peu une précision sur le fait que c'est intermédiation, mais pas que. Et donc, par rapport à la première question, je trouve ça hyper intéressant, l'idée en effet des deux mondes qui se rencontrent. Et en fait, donc, quels sont, et si je retraduis bien ta question, qu'est-ce qui permet justement de dépasser un peu ces deux mondes qui ne se rencontrent pas, ou finalement l'idée de dire que oui, il faut expliquer pourquoi le jean est plus nécessaire que le jogging, enfin bref, à quel point on doit expliquer les éléments peut-être un peu implicites ou tacites et comment les compagnons ont fait, si c'est bien ça, hein, Albert, ta question, et si je la retraduis bien avec mes mots. Euh, Ce qui est intéressant là-dedans, et en fait ce que j'ai surtout vu comme terme de pratique, c'était l'idée de donner du sens. Juste ne pas dire, enfin, qu'il y ait une règle et c'est celle-là, et point. Tu vois, par exemple, je vais te dire, bah non, chez les compagnons, jean, point. Oui, mais non, il faut donner du sens. Et au-delà de donner du sens, il y avait aussi pas mal de pratiques pour comprendre pourquoi parfois cette règle ne pouvait pas être respectée. Si je vois juste un jeune qui arrive en jogging, je vais me dire, initialement, bon, bah, il n'a pas respecté la règle, c'est qu'il ne veut pas être intégré chez les compagnons. Mais en fait, il faut aller un cran plus loin et se dire, mais pourquoi il n'a pas respecté la règle? Et en fait, il y avait deux situations qu'on a rencontrées. La première, c'est qu'il y a des jeunes qui n'avaient pas de jeans, qui n'avaient pas les moyens d'en acheter, qu'on n'avait pas dans leur garde-robe. Donc là, on comprend que bah, on a peut-être des actions qui vont favoriser peut-être le respect de la norme attendue. Et la deuxième chose, c'était, euh, même si j'en avais un, l'idée aussi que dans le quartier, parfois, bah, comme c'est pas la norme vestimentaire, et bah, en fait, là, c'était l'exemple que j'avais donné, même si je vais mettre mon plus beau jogging, et bah, j'ai essayé aussi de trouver des solutions. Et donc, dans la ligne 1 du métro, quand j'arrivais, j'avais mon jean sous mon jogging et j'enlevais mon jogging pour arriver chez les compagnons du devoir dans la bonne tenue, quoi. Donc, et c'est là où on voit qu'en fait, tout est une question aussi de tension identitaire. Et une organisation inclusive, en tout cas qui se veut être inclusive, elle doit comprendre aussi les freins de respect aux normes qu'elle impose, en quelque sorte, pour aussi pouvoir aider le jeune à les lever ou comprendre pourquoi il ne peut pas les lever, en fait. Enfin, c'est un peu ça, je dirais. D'accord. Juste un mini point pour préciser, c'était un peu la différence entre je le fais, j'y arrive pas parce que j'ai pas compris de quoi ça cause ou j'y arrive pas parce que je suis pas capable. C'est pas la même chose. Et Ouais, la tout à notion de fait. capacité chez les compagnons, c'est assez fondateur chez les artisans en général. Moi, dans le vocabulaire de mes grands-parents, il y avait, on disait d'un jeune, il est capable. Ça veut dire, il en a sous le pied et il a pigé. Et Oui. souvent, il a pigé un peu tout seul en regardant ce qui se passe.
Et Oui. donc, sauf que pour piger en regardant, il y a deux, trois bases qu'il faut avoir comprises au fonctionnement du monde. Et voilà, c'était un peu ça ma suggestion, de pousser un peu l'analyse sur quel raisonnement ils tiennent les gens. Voilà, avec mes collègues des mines, on a beaucoup aussi travaillé sur, OK, le relationnel, l'inclusion, tout ça, c'est fondamental, mais comment raisonnent les gens? Voilà, comment ils comprennent les choses et comment ils combinent des connaissances pour progresser ou pas. Et évidemment, les questions plus classiques de motivation, d'inclusion, etc., coupent ça. Mais voilà, c'était un peu le point d'entrée aussi. Mais merci beaucoup, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, juste chez les compagnons, souvent, quand on va avoir un événement et que la personne doit chanter ou prendre le rôle, J'allais dire. c'est ça, hein. On dit te sens-tu capable? Enfin, on demande au groupe si la personne est capable. Tout le monde répond souvent capable. Et ensuite, on demande à la personne et elle doit dire capable et ensuite elle Hmm. chante. Donc, D'accord. oui, il y a la notion de capable qui est importante. Ouais. Merci. Jamila, peut-être une question? Je suis éloignée de mes enfants. Moi, je viens avec ma casquette enseignante aujourd'hui. Et donc, tout ce que vous avez... déjà, premièrement, c'était exceptionnel. J'ai vraiment enfin, adhéré à 100% à la présentation du livre et puis la présentation, bien sûr, de l'organisation, les compagnons. Moi, je me pose la question parce que, en fait, moi, je suis le mauvais, en fait, de l'autre côté, parce que nous, on est à l'école, effectivement, on a des décrocheurs. On a beaucoup d'étudiants décrocheurs. J'ai travaillé 15 ans au lycée professionnel et on a eu toutes ces thématiques. Et la question que je me pose, vous avez dit que vous travaillez avec la mission locale. Est-ce que vous avez aussi des contacts avec l'éducation nationale? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous travaillez avec l'éducation nationale? Et la deuxième question, moi, le problème que j'ai avec mes étudiants, je suis dans ma 23e rentrée scolaire, c'est que j'ai du mal à les... parfois, ils sont décrocheurs parce qu'effectivement, comme l'avait dit le professeur David, il y a également des problèmes d'environnement, c'est-à-dire on a derrière le décrochage d'autres problématiques et Mm. pas que des problèmes vestimentaires, des choses beaucoup plus lourdes. Est-ce Mm. que chez les compagnons, quand vous parliez d'action tout à l'heure, je m'adresse à toutes les deux, est-ce que vous mettez en place des choses aussi parce que c'est aussi un facteur qui permet, peut-être qu'au départ il sera présent, mais peut-être qu'il y aura un événement familial qui va faire que ça va perturber un peu le parcours du jeune, etc. Et la dernière, et puis après je m'arrête là parce que j'ai trop de questions, on en reparlera, Lauriane, Avec toutes les plaisir. deux. C'est la suite, c'est-à-dire, OK, vous êtes dans l'apprentissage, moi j'ai aussi un CFA dans mon établissement. Est-ce que derrière vous accompagnez l'embauche des jeunes? Voilà. Mm. Et puis voilà, merci beaucoup, Super. Merci pour tes questions, Jamila. Tu avec veux... plaisir. Enfin, Oui, pour donc le lien donc avec mhm. l'éducation nationale. Moi, je travaille pas mal avec les missions de lutte contre le décrochage scolaire, Mhm. notamment en Seine-Saint-Denis, avec des professeurs référents à qui j'ai l'habitude de travailler, avec la mission PAVI aussi à l'Académie de Créteil, et puis avec certaines classes qui sont vraiment spécialisées. J'ai oublié le nom, il est tard. C'est les classes qui sont spéciales Oui, pour les jeunes, avec des parcours adaptés. voilà, mais pour les jeunes notamment migrants. Donc D'accord. ça a un nom spécifique. Voilà, les classes vraiment, voilà, enfin on va dire FLE quoi entre guillemets. Le fleu, Voilà, ouais. les classes. Donc ça c'est vraiment à l'éducation nationale, mais je vais être honnête, c'est pas non plus le levier majoritaire. C'est pas évident de rentrer dans l'éducation nationale. Mhm. En plus, on est un CFA, il y a une forme de concurrence des fois. Déjà mes collègues n'y arrivent pas en fait. Mhm. Mes collègues qui En sont. fait, simplement prendre contact avec les CPE, parce que nous, des Hmm. fois, on a des étudiants et on ne sait pas où les orienter. Alors, je sais il y a l'intermédiaire entre nous et il y a la mission locale, hein. Donc déjà, vous avez quand même un espèce de terreau, j'ai envie de dire, de la mission locale, parce que l'objectif derrière, c'est pas d'avoir plein de jeunes, mais c'est d'accompagner, enfin, d'éviter en fait la rupture, Hmm. le lien social, etc. Mais aussi, nous, je sais là, je vais en parler avec ma chef dès demain pour lui expliquer que voilà, moi, je savais pas en fait que les compagnons faisaient ça. Je les découvre, vous voyez. Avec grand plaisir, hein, vous pouvez, Lauriane peut Je vous donner suis dans des les Yvelines, coordonnées par contre, ça va aussi. être compliqué, mais je vais en parler quand même avec ma chef parce Et- qu'on a effectivement des groupes de travail pour le décrochage scolaire, pour la lutte contre le décrochage scolaire. Et puis même, voilà, avec l'âge d'apprendre, de rentrer en apprentissage, ou ce genre de choses. Mhm. Non, non, mais avec grand Désolée, plaisir. je vais pas monopoliser la parole. Ah, super. Merci beaucoup, Jamila, pour les questions. Et puis, Ça c'est fait- super si ça peut créer un peu de lien. Ulysse, une question? Dans le contexte.
Déjà, félicitations à toutes les deux. Et non, moi, c'était parce on a beaucoup parlé donc des jeunes. Donc moi, c'était plutôt une question du côté des formateurs, des compagnons du devoir. Et moi, parce que bon, je travaille plus sur l'inclusion en entreprise du handicap, mais au final, c'est la même problématique. Je voulais savoir un peu comment ça s'est passé quand les compagnons du devoir ont décidé un peu de changer de paradigme et s'orienter plus vers des jeunes en situation de décrochage, comme tu l'as dit, Lauriane. Comment ça s'est passé, mais du côté des formateurs, puisqu'il a fallu les sensibiliser, c'est un public différent, j'imagine, qu'au public qui était auparavant. Donc c'était juste pour avoir un peu plus de détails sur comment s'est passée la transition, on va dire. Ouais. Merci beaucoup pour ta question, Ulysse. Bah, peut-être tu veux y répondre parce que... De manière très pragmatique, Ouais. moi je dirais que déjà il faut des réussites. Mm. Sans réussite, déjà c'est compliqué. Ouais. Donc déjà, plus il y a de réussite, mieux ça fonctionne. Il y a la question de la formation. Réellement, en tout cas, moi je l'ai vu sur le Mm. terrain, hein, le jour où on a commencé à former les formateurs sur les questions d'inclusion. Alors, j'étais aussi référente handicap, donc on mélangeait un peu, enfin, l'inclusion de ces Mm. publics avec aussi l'inclusion des jeunes en situation de handicap. On a travaillé sur des gros modules de formation et tout de suite, ça a quand même professionnalisé quand même déjà les discours. Donc, ce qui était déjà une belle avancée, puisque du coup, forcément, ils avaient plus de billes pour accompagner les jeunes, donc forcément plus de réussite et là, de la satisfaction, parce qu'ils se rendent compte de, ah oui, en fait, si j'adapte ma méthode, si je prends le temps d'accompagner, ça fonctionne. Et je dirais, et le troisième point, c'est de les intégrer au maximum dans le contenu du Ouais. programme. Plus on les intègre en amont, plus aussi ils comprennent les jeunes, plus ils Mm. comprennent d'où ils viennent, plus ils comprennent les difficultés aussi des jeunes. Sinon, eux, le jour de la rentrée, c'est un jeune, mais finalement, qui viennent de l'aide sociale à l'enfance et qui s'est fait maltraiter, ou le jeune qui vient d'une famille où tout va bien. Pour eux, c'est la même chose Mm. en fait, hein. Donc, plus on les intègre en amont dans le processus, plus on leur permet la découverte des métiers. Donc, ils prennent des jeunes à l'atelier, ils leur parlent. Et ben en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un vrai impact Mm. positif sur l'accompagnement et sur cette vision de l'inclusion, Mm. quoi. Je sais pas Mm. si tu veux rajouter quelque chose, mais... Non, c'est tout à fait ça. En fait, on a quand même vu, c'est une très bonne question, Ulysse, une évolution. Initialement, comme je le disais, Mhm. hein, il y avait vraiment cette crainte, parce qu'il faut savoir aussi que les formateurs sont très chargés en termes de mission hein, chez les compagnons. Mhm. Donc, ils se sont dit, oh, encore une mission de plus. Mhm. Mais quand, en fait, on leur donne les outils, et c'est pour ça Mhm. qu'aujourd'hui, on travaille vraiment sur une sorte de guide des bonnes pratiques, Mhm. même si c'est pas vraiment le... Enfin, c'est un terme qui est pas toujours enfin, dans le bon sens à prendre, quoi. Je veux dire, c'est pas tout à fait clair ce que je dis, mais bon, bref un guide en tout cas pour Mhm. les aider à justement optimiser un peu leurs pratiques pour qu'elles deviennent plus inclusives. En tout cas, voilà, les aider dans leur quotidien en disant on vous met pas juste un petit caillou dans la chaussure supplémentaire, Mhm. quoi, mais on va vous donner des grilles en fait pour vous aider à positionner les besoins, pour vous aider aussi à y répondre et donc notamment gérer la sanction avec ces publics, parce que si on sanctionne trop, à un moment donné, bah, ça casse. Donc, trouver le juste équilibre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout un travail qui est en train d'être fait là-dessus, qui était un peu mis de côté, en fait, hein, dans le programme 100% inclusion, Mhm. parce qu'on avait besoin initialement de comprendre quel profil on pouvait cibler et enfin, à quel profil on pouvait aussi correspondre, enfin, en tout cas, répondre, quoi, jusqu'où on pouvait aller. Et aujourd'hui, on accompagne plutôt les équipes, donc c'est une très bonne question et c'est en cours, en Mhm. fait. Voilà. Merci, merci Lauriane pour cette réponse. Juste une dernière question parce que l'heure tourne et on veut surtout pas prendre plus de temps. On a déjà pris plus de temps à vrai dire. Bon, Mélanie Mendritsky, est-ce que vous voulez poser votre question maintenant? Oui, non? Bon, ben alors je la prends. J'en ai une moi. Donc je pose un œil juste 2 secondes de gestion des ressources humaines sur ce qui nous a été présenté là. On fait comme si on n'avait pas parlé d'inclusion du tout. Et est-ce qu'on peut dire, c'est une question peut-être un peu poil à gratter, mais est-ce qu'on peut dire que s'il y a deux flux, il y a un flux de candidats internalisés, recrutés par les compagnons du devoir, qui se met au travail, qui est donc qui obtient un métier, etc. Donc ça c'est un peu du pré-recrutement. Et ensuite il y a un deuxième flux de ceux qui sont pas recrutés puis qui sont envoyés sur le marché du travail, sur d'autres métiers. Ou sur les mêmes métiers, mais dans des structures qui ont, on va dire, une autre philosophie ou tout simplement des structures qu'on pourrait considérer comme classiques ou en tout cas différentes des compagnons du devoir. Est-ce qu'on a une idée de ce deuxième flux, son taux d'accès à l'emploi et puis quelles sont les pratiques un peu de post-formation? Parce que je vois qu'il y a du pré-recrutement qui se fait chez les compagnons du devoir via l'inclusion, par le métier, par les dispositifs que vous avez présentés.
Et ensuite, une fois qu'ils sont passés à travers ces dispositifs, pour ceux qui sont pas les heureux élus de l'organisation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de la post-formation? Hmm. Très bonne question. Alors en effet, il y en a eu, je sais plus, enfin tu répondras aujourd'hui comment ça se passe, mais je vais apporter une première réponse sur ce que moi j'avais pu voir. Il y a beaucoup de jeunes en effet qui voulaient, alors rarement en fait, continuer chez les compagnons si le métier leur correspondait. Enfin, en fait non, c'est pas ça. Si le métier n'était pas proposé par les compagnons, ils s'en allaient. Par contre, si le métier qu'ils visaient était proposé par les compagnons, globalement, ils restaient. Mhm. Donc parce qu'ils estimaient que ça allait permettre pour eux d'avoir vraiment un accès à l'emploi vraiment formidable avec le réseau des compagnons, etc. Une belle carte sur le CV. Mais par exemple, pour le métier de boucher, par exemple, qui n'était pas proposé par les compagnons, on a rencontré des jeunes qui, du coup, se sont dit, bon, bah, en fait, c'est vraiment boucher que je veux faire, donc je vais ailleurs. Et il y a des jeunes aussi qui s'orientaient vers d'autres institutions très socialisantes aussi, comme l'armée. Donc, n'ont pas voulu continuer chez les compagnons, mais qui ont voulu partir dans l'armée. Et donc là, en fait, comment ça se passait quand nous, un jeune, quittait le programme après avoir passé en fait par les différentes étapes? Il y avait quand même un suivi qui était fait parce qu'on ne pouvait pas, vis-à-vis notamment du financeur, donc de l'État, les laisser un peu dans la nature comme ça. Il fallait savoir où est-ce qu'ils allaient. Et donc souvent, en fait, ils repassaient par la mission locale pour redécouvrir d'autres programmes ailleurs et aller vers d'autres instances qu'ils visaient. Mais on estimait que c'était quand même une réussite justement de l'inclusion parce qu'en fait, on avait permis qu'ils éliminent des pistes, voilà, professionnelles, hein. Voilà, en fait, non, finalement, c'est pas plombier, c'est boucher. Et donc, c'était quand même considéré comme une réussite, même s'il ne perdurait pas chez les compagnons. Donc, il y avait un suivi. Après, en termes quantitatifs, j'ai pas d'ordre d'idée, parce que enfin, ça dépend du nombre de jeunes au total sur le national. Donc, je sais pas. Et aujourd'hui, je sais pas si tu as beaucoup de. Aujourd'hui, il reste quand même beaucoup plus en interne, quoi. Oui, oui, parce qu'il y a une meilleure orientation de base des Ouais. partenaires. Mhm. Donc, on Donc a plus avant, trop oui, ça. dans le pic, il y en avait beaucoup plus. Ouais, il y en avait plus dans le Ouais. pic. Merci beaucoup, merci beaucoup. On avait donc le complément de Mélanie Mindritsky, pardon si je prononce mal, hein. C'était pour indiquer que des échanges se faisaient visiblement en direction des collèges et lycées pour présenter les compagnons du devoir, D'accord. notamment en lien avec le département sur une plateforme dédiée au stage de troisième. Voilà, donc il y a visiblement des choses qui sont déjà tissées, peut-être pas de façon systématique, mais ça ouvre des brèches collaboratives, en tout cas qu'il faudra peut-être saisir plus tard. Bah le moment de conclure hein, ce temps. On avait commencé avec 2 ou 3 minutes de retard, on finit avec 2 ou 3 minutes de retard. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence. On a eu un temps d'échange vraiment riche aujourd'hui avec grâce à Lauriane et Laura qui avaient répondu présent à cette idée d'organiser le premier webinaire de la collection Égalité, Diversité, Inclusion chez l'éditeur EMS. Et donc, merci encore pour votre présence et à bientôt pour les suivants parce qu'il y en aura d'autres. Ben, merci à vous en tout cas pour vos Mm. questions et puis merci Hugo pour l'organisation et aux éditions EMS également. À Merci, bientôt. bonne soirée. Non, À merci. C'était bientôt, très bonne bien. soirée. Bonne Merci. Je puis soirée. me Bonne permettre, soirée. c'était vraiment très bien. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Et Au bravo, revoir. Laurent.